Research and Studies Division at HIBIDE, who will present the key finding and insight from the West African Development Outlook 2026 report. So following the presentation, we will open the floor for a Q&A session. Journalists are invited to submit their questions via the chat, and we will relay them to our speakers. So thank you once again for joining us today. And Mr. President, the floor is yours. Distinguished partners, ladies and gentlemen of the media, good afternoon, and thank you for joining us for the launch of the 2026 edition of the West African Development Outlook. Let me begin by expressing my sincere appreciation for your presence today. Your role is essential. Through your engagement, you help shape public understanding and bring critical economic issues closer to decision makers, investors, and citizens across our region. WADU has become a key analytical tool for understanding West Africa's economic trajectory. It reflects our commitment as a development bank, not only to finance growth, but also to serve as a knowledge partner, providing insights that inform policy choices and investment decisions. This year's edition is framed around a powerful and timely theme, that is distant tremors, familiar shocks. It captures a simple but important reality. Even when crises originate far from our region, their impacts are deeply felt in West Africa. Our economies remain closely connected to global systems through trade, energy markets, and financial flows. The report highlights a picture of both progress and caution. On one hand, the macroeconomic performance of 2025 was encouraging. Regional growth reached about 4.8%. Inflation declined significantly. Fiscal and external balances improved, providing a stronger foundation for economic stability, and debt declined markedly. On the other hand, this recovery remains fragile. Recent global development, particularly tensions in the Middle East, have pushed up energy and fertilizer prices, reigniting inflationary pressures and exposing structural vulnerabilities across the region. Moreover, the report reminds us that growth alone is not enough. In many of our countries, poverty among the working population is rising, highlighting that economic progress is not yet sufficiently inclusive. This leads us to the central question raised by the 2026 WADU. That is the recovery we are witnessing the beginning of a sustainable trajectory? Redressement qui pourrait être une trajectoire temporaire, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus périn? Nous voyons des opportunités qui émergent et qui soulignent le potentiel qui s'accroît au niveau du commerce, les opportunités au niveau des communautés pour le développement des capacités, en particulier au niveau de l'énergie, de l'agriculture, qui sont clés, et ce sont les éléments qui font part de la résilience de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, le WADU n'est pas qu'un rapport, c'est un cadre de compréhension au niveau des tensions qui modèlent nos économies entre le redressement, la vulnérabilité, la résilience et l'exposition, les opportunités régionales. Et votre rôle est critique pour s'assurer que ces informations touchent un public le plus important possible et créer des débats qui puissent informer nos politiques au niveau régional. Et pendant cette séance, mes collègues présenteront en détail les résultats de ce rapport et partageront les implications au niveau des politiques et des décisions pour les investissements. Je vous encourage à participer à la discussion qui s'en suivra. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien continu. Et je remercie le BIDC pour leur soutien. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci, obrigado, thanks. President,
Cher Président, je vous remercie de nous avoir invités. Comme vous l'allez dire au cours des 15 minutes à venir, je vais partager les résultats du rapport, qui est un rapport socio-économique et les perspectives pour les 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et j'espère que vous voyez mes diapos qui devraient apparaître à l'écran. Not yet, but I think it's Nous coming. ne les voyons pas, mais elles ne devraient pas tarder à arriver. Yes. Donc, Perfect. comme le président l'a indiqué, le thème pour les perspectives de développement en Afrique de l'Ouest, ce sont des turbulences lointaines et des chocs familiers. Cela a eu un impact au niveau des défis que nous avons eus dans la région et également dans d'autres régions et dans d'autres sous-régions. Et nous allons parler la croissance. Nous allons avoir un aperçu pour 2026. Nous avons une croissance stable et une baisse des prix. Nous allons parler des perspectives pour 2026 et 2027 et nous parlerons du potentiel de hausse et les risques et l'importance de la guerre au niveau des prix et nous parlerons du développement de la résilience et son renforcement et ensuite, nous parlerons des conclusions. Donc, comme le président l'a indiqué, 2025 a été une année remarquable au niveau des performances, pas seulement pour la sous-région d'Afrique de l'Ouest, mais pour toute la région. Et comme vous le voyez sur vos écrans, il y a eu une croissance positive un petit peu supérieure en 2025 qu'en 2026. Et vous voyez l'Afrique de l'Ouest au milieu, avec une différence entre les résultats de 2025 et 2026 qui sont un petit peu inférieurs avec un ralentissement et donc, vous voyez qu'il y a des variations au cours des 3 années affichées et le diagramme qui est au milieu est un détail pour les 15 pays de la région et sur la droite, les parts pour le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et les autres sous-régions d'Afrique de l'Ouest euh, pour 2025 au niveau du PIB. Donc, vous voyez qu'il y a eu pratiquement pour tout le pays une croissance en 2025 qui était supérieure à 2026. Pour le Nigeria, vous voyez la différence qui est de 41,2% pour le Ghana, 16,3% pour la Côte d'Ivoire. Vous avez les 4 pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Nigeria et le reste de la région. Vous voyez qu'il y a un déclin au niveau de l'inflation en Afrique de l'Ouest en 2025 par rapport à 2024. Euh, euh, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez la CEDEAO et au milieu, vous avez les pays au niveau individuel, au niveau de leurs résultats inflationnaires moyens, et vous avez les mêmes résultats au niveau du taux de l'inflation sur la droite.
qui était le plus bas en 2024. Au niveau de la balance fiscale, si vous regardez le diagramme sur la gauche, vous voyez que pour la plupart des pays, les recettes il y a une croissance chaque année. Il y a un revenu qui a augmenté plus que les dépenses pour la plupart des pays. Il y a eu des résultats négatifs pour certains pays. Vous avez eu des dépenses qui ont été réduites, mais eu des recettes qui ont augmenté. Ensuite, vous avez la balance fiscale qui, pour l'Afrique de l'Ouest, il y a un déficit qui diminue au niveau du T du PIB. C'est la même chose pour la CEDEAO et pour les autres. Et sur la droite, vous avez le détail par pays pour 2025 qui montre qu'il y a une performance qui est supérieure en 2025 par rapport à 2024. Et la dette s'est également réduite de façon remarquable au cours de l'année passée pour tous les pays. À la fin 2024, il y avait cinq des pays qui ont vu, qui avaient une dette qui était de 70% supérieure au PIB, et cela s'est réduit de façon remarquable en 2025, et ce qui est une information positive. Au niveau du solde des comptes courants, il y a des surplus qui sont notés pour certains pays par rapport à ce que nous avions en 2024. Pour l'Afrique de l'Ouest, on est passé de 3,2% à 1,8%, ce qui est également positif. Donc, en 2025, la plupart des indicateurs microéconomiques sont allés dans la bonne direction. Donc, ça a été une année positive en résumé, dirais-je. Euh, Au niveau du chômage et de la productivité, malgré cette croissance positive au niveau du PIB et au niveau des indicateurs macroéconomiques, ce que nous avons compris, c'est que le chômage a augmenté un petit peu plus. Nous n'avons pas pu assimiler les gens qui quittaient l'école pour trouver des emplois. Et donc, il y a eu un gain au niveau de la productivité par rapport à 2025, en 2025 par rapport à 2024. Bien qu'il y ait moins de productivité au niveau de la main-d'œuvre, le taux de croissance a diminué en 2025 par rapport à 2024, et nous avons vu également une détérioration au niveau des indices de pauvreté pour la plupart des pays, pour les seuils de pauvreté, si on compare 2025 à 2024. Les perspectives pour 2026 et 2027, étant donné la base solide de 2025, nous projetons une croissance du PIB de 4,7%, qui est un petit peu en dessous des 4,5% de 2025. La raison, c'est que nous avons eu des défis pendant le premier semestre au niveau de l'approvisionnement et au niveau des tarifs. Au niveau de l'inflation, nous ne pensons pas il y aura une détérioration du fait de la fin de l'année. Nous voyons une croissance qui a eu un impact au niveau du potentiel de croissance de la région en 2025, et nous pensons que les augmentations des prix et les pression au niveau des taux de change aura un impact adverse au niveau des activités économiques et de la croissance. L'inflation va diminuer comme nous l'avons vu et continuera à le faire en 2025
2025, mais nous pensons que cela va se ralentir en raison des prix élevés de l'énergie et de l'alimentation à la suite de la guerre au Moyen-Orient. Et nous pensons que la balance fiscale se détériorera et elle passera de 2,6% du PIB à 3,5% et entre 2026 et c'est le résultat des interventions gouvernementales au niveau de la sous-région euh, euh, pour essayer d'amortir les chocs à cause des prix élevés au niveau de l'énergie et de l'alimentation. Il y a des subventions qui ont été introduites pour réduire la pression et ces mesures ont un effet sur la balance fiscale dans les pays, mais nous pensons que cette baisse continuera par rapport au PIB, pas de façon nominale, mais par rapport au PIB, parce que les économies continuent à se développer et il y a deux éléments au niveau du numérateur et du dénominateur. Et nous pensons que la balance, au niveau des comptes, il y aura une amélioration. Ça ne sera pas facile, par exemple, pour les exportateurs de matières premières, au niveau qui apportent du pétrole, de l'or, etc. Nous pensons que cela sera bénéficiaire au niveau de la croissance dans les pays par rapport au PIB. Pour les blocs, nous pensons que cela sera la même chose pour la CEDEAO. Nous pensons qu'il y aura une amélioration et nous pensons que l'inflation moyenne sera réduite par rapport à 2025, mais il y aura un déclin au niveau de la balance fiscale. Comme je l'ai dit auparavant, cela est causé par les interventions gouvernementales au niveau des subventions énergétiques et du fait que la taxe sur le pétrole a été abolie. Donc, au niveau de la dette, elle va continuer à baisser. Au niveau des comptes courants, la situation devrait rester la même dans les sous-régions. Au niveau du chômage, il devrait y avoir une légère détérioration, étant donné que le taux de recherche d'emploi et les gens qui sont assimilés sur le marché du travail est plus élevé que les créations d'emplois, et c'est une chose dont nous devons traiter à l'avenir, et le développement des activités et devrait également se réduire de façon marginale, pas en termes du taux de croissance. Il devrait y avoir un ralentissement en 2026 en raison des différents faits que j'ai mentionnés. Mais en ce qui concerne ce côté fragile, nous avons des perspectives prometteuses mais fragiles qui vont nous aider en ce qui concerne l'inflation et d'autres indicateurs à ce propos. Et donc, les prix des matières premières sont favorables. Si ça continue, ça va être positif pour les pays qui exportent, notamment le pétrole et l'or. Ça va aider des pays comme Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire et Sénégal, Burkina Faso de développer pour leurs réserves et d'avoir suffisamment de réserves tampons pour amortir les chocs. Et en ce qui concerne une accélération de la production, on le voit en Nigeria, au Côte d'Ivoire, une augmentation à ce propos et ça va continuer cette année. Et c'est la même chose pour le Niger et la même chose pour le Ghana et pour la production, Burkina Faso. Et donc, on peut le voir en bauxite et on va le voir lorsqu'on peut atteindre les objectifs de production. On peut saisir l'avantage
davantage des prix actuels qui sont pour les denrées et matières premières. On a vu une reprise des échanges commerciaux Nigeria notamment qui a permis de remplir le déclin, c'est-à-dire de remédier au déclin, et la Côte d'Ivoire, le Ghana notamment, et ça veut dire pour le Togo également, et ça veut dire que ce sont des choses positives qui se déroulent à l'heure actuelle et qui se sont déroulées en dépit des problèmes de logistique que l'on a eu pour l'approvisionnement et les risques à la baisse. On peut voir donc à la suite des subventions que les gouvernements ont mis en la mesure de continuer. Ça va continuer pendant quelque temps. On va avoir des dérapages budgétaires. Et donc, ça a été des challenges et ça peut avoir des applications pour la sécurité alimentaire, notamment pour le deuxième semestre et pour 2027 et au-delà. Si les prix continuent d'augmenter comme on l'a vu jusqu'à présent, comme c'était le cas pour le premier semestre, on va voir un retour de la pression inflationnaire, notamment pour les zones où on voit déjà des tendances inflationnaires en termes de prix de l'énergie et égale une dépréciation des pressions sur les touches de change avec le dollar qui s'est renforcé. Certains des pays commencent à voir que leur devise, il y a des pressions pour les fluctuations des taux de change et cet impact a été beaucoup plus mesuré que ce n'a été le cas en 2022. L'inflation va avoir des hausses de taux d'intérêt et la pression va rester importante dans cette région et au-delà. Et donc, ça va être un retour à 2022-2023 où on peut voir que on va avoir une baisse des prix des matières premières. Et donc, ça va devenir beaucoup plus cher pour certains pays pour faire leur autofinancement et acheter les matières premières. Mais si les prix diminuent au-delà des attentes, cela peut amener des difficultés pour les pays qui bénéficient actuellement pour l'exportation des matières premières. Et on le voit, on a eu des challenges au Togo, au Ghana, au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire pour les pannes d'électricité généralisées où on a vu si cela continue de se dérouler pour le reste de l'année, ça peut avoir des implications pour la croissance du BNP et pour la pression inflationnaire. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons une guerre lointaine, mais des chocs familiers qui existent dans la région au vu de la guerre pour le détroit avec les problèmes de détroit d'Ormuz et pour les expéditions du volume quotidien de pétrole exporté transitant par le détroit d'Ormuz. On le voit notamment avec le volume quotidien des expéditions de produits liés aux engrais transitant par le détroit. Cependant, au vu du blocus qui existe à l'heure actuelle et qui est fait avec le CUSA, il y a une chute importante du nombre de bateaux qui transitaient, de navires qui transitaient à ce propos dans le détroit et c'est la même chose qu'on peut voir à droite avec la ligne verte qui montre la moyenne des déplacements en termes de volume de bateaux passant à travers le détroit d'Ormuz au vu du blocus qui existe à l'heure actuelle, qui est près de zéro, et on peut voir que ça va avoir des obligations pour l'approvisionnement, même si l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest pour cette région a sa propre production de pétrole. Nous allons avoir un manque sur le marché économique européen et ailleurs et ça va être une augmentation des prix avec les prix des repères pour le baril, etc. Donc, ça veut dire que l'approvisionnement en pétrole pour la sous-région, pour le Nigeria et tout, ces prix vont augmenter sur le taux de fluctuation du marché mondial. Et donc, ça va démontrer dans l'impact sur, de nouveau, on va avoir un resserrement monétaire et donc, avec un resserrement monétaire des banques principales de la région qui ont décidé de faire une
proposent pour les réductions de taux d'intérêt parce qu'ils veulent les banques veulent évaluer l'impact total de ces crises sur l'économie. Et maintenant, on voit que pour certains pays, ils vont expérimenter un affaiblissement monétaire et un impact macroéconomique à ce propos. Si les choses continuent à ce propos, et donc, les augmentations de prix, c'est-à-dire l'inflation, continue de faire pression. Ça veut dire qu'on va avoir un impact macroéconomique possible pour la région et des implications à ce propos. Et donc, un affaiblissement monétaire, comme je l'ai dit, le dollar qui a fait des pressions sur les devises nationales et pour les devises dans la zone. UMOA, on a pu voir ça, notamment cette pression. Et tout ça a des implications pour les fondamentaux macroéconomiques qui pourraient se déployer en 2026 et au-delà 2027 à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient et comment nous allons renforcer la résilience, ce que l'on peut faire maintenant et à l'avenir pour renforcer. Ce que l'on a découvert, c'est que le Sharia a été capable d'approvisionner pour certains pays dans la région, bien que ça a été difficile à la suite de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Il y a des pays qui ont la capacité de consolider et de développer les capacités de raffinage et on l'a vu et que maintenant ils ont développé la production et ces pays peuvent faire aussi réduire développer la production d'engrais, encourager le commerce intra-régional et de façon à constituer des réserves budgétaires et de change. Donc, pour un début de sécurisation alimentaire, de la sécurité alimentaire, on peut développer la résilience dans la région qui va nous permettre de moins dépendre des autres régions avec des mécanismes pour résoudre ces défis, pour compenser, pour mieux gérer les besoins de la sous-région et également d'encourager de développer la production d'engrais au niveau de faire des plus de négociations et de commerce intra-régional entre nous et de le faire à des niveaux plus élevés, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus interdépendants les uns des autres, entre nous, les pays africains, de résoudre ces défis. Et également, on doit voir du positif que l'on peut extraire de tout ça, notamment pour les prix de denrées premières, gaz, etc. et tout, et de développer des réserves, constituer des réserves budgétaires et de change, notamment pour les membres qui ont déjà un historique à ce propos et on doit être capable aussi de saisir ce qu'il y a de mieux pour nous, pour les pays africains, de s'assurer que nous soyons capables de faire face à ces défis. Nous, les pays africains. Donc, quelles sont les principales choses à se rappeler? En 2025, l'économie a eu des solides performances macroéconomiques en 2025 avec une forte croissance et une baisse marquée de l'inflation et une réduction des défis budgétaires, une baisse de la dette et un solde courant positif. Mais on a de belles perspectives, des perspectives néanmoins marquées par des fragilités. Les indicateurs macroéconomiques doivent aller dans la bonne direction. On a un risque d'insécurité alimentaire, reprise de l'inflation, faiblesse de la monnaie, coupure d'électricité, délestage et des phénomènes de ça. Donc ça nous présente également ces chocs qui constituent à la fois des menaces mais des opportunités avec des contraintes d'approvisionnement, les prix élevés, l'essor du commerce intra-régional et des recettes exceptionnelles issues des matières premières. Donc c'est à nous de saisir ces avantages, nous, les pays africains, et d'avoir plus de recettes et de montrer notre résilience africaine en la matière et que ça va se traduire dans notre solde commercial. Merci beaucoup d'écouter, mesdames et messieurs.
Thank you, Mr. Asenso, for your Merci presentation. beaucoup, Monsieur Asenso, So pour we will now votre open the floor for présentation. Et questions. maintenant, mesdames et Please feel free messieurs, to nous submit your offrons question via the chat, la either in parole pour vos English or in questions et French. réponses. Vous pouvez When poser ces submitting your questions en question, please français include your ou en name and the anglais. name of your media N'oubliez pas outlet. de Thank you. dire votre nom et votre média journalistique. Pour toute question, vous pouvez aussi les taper si vous le préférez. À vous, mesdames et messieurs, la parole de poser vos questions. Vous pouvez également poser vos questions en français si vous le souhaitez sur le chat. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, vous pouvez poser vos questions en français dans le chat et vous pouvez également prendre la parole en français. N'hésitez pas. So there is one question Nous avons une question from Portia Crow. So qui vient hello. de Portia Crow. Bonjour. While this is a regional Bien outlook, que ça soit I une was perspective wondering if régionale, you je me could pose la speak a bit question si vous about the pouviez outlook parler un petit peu plus des specifically for perspectives, Senegal. notamment pour Thank le you very Sénégal. much. Merci. Pour le Sénégal, on s'attend à ce qu'il y ait une diminution de la croissance un petit peu d'ici 2026 à la suite de ces effets. Si vous vous en souvenez, en 2025, le Sénégal a augmenté la production de pétrole et de gaz et c'était avec des groupes remarquables qui ont augmenté 7,9%. Donc, avec cet effet, le fait que cette augmentation de 2025 pour le prix du pétrole par rapport à 2024, on ne va pas on va pas l'avoir en 2026. Le Sénégal ne doit pas s'attendre à avoir ce niveau de croissance en 2026 et en 2027. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vu les challenges fiscaux et gouvernementaux du Sénégal, le gouvernement fait tous les efforts pour s'assurer qu'il va continuer avec le déficit fiscal et ça veut dire que le gouvernement va ralentir en termes de dépenses et de façon à augmenter les recettes. Et vu le développement sénégalais à ce propos, ça va être une réduction des investissements dans le secteur public qui vont avoir un impact sur les activités économiques. Les projections en 2026 vont être 4,5% et d'ici par rapport à 7% d'ici 2027. Merci. Thank you. There is another question Merci from beaucoup. Il y a Alienat une autre Mercy question Divex. de Alienat So, qui is dit merci BYD beaucoup. pursuing any Est-ce que c'est mechanism investments est-ce que vous designed avez to help d'autres member mécanismes countries reduce their d'investissement pour les vulnerability to external shocks like the personnes war pour in réduire la Iran? vulnérabilité comme And you la guerre mentioned qui that se some déroule en countries could Iran benefit et que from higher certains pays commodity peuvent prices. bénéficier des Are you prix des actually denrées? seeing that Mais happen est-ce que in vous pensez que practice? cela va If se not, dérouler what en needs to pratique? happen Et in si ce n'est pas order le cas, for qu'est-ce them qui to va do se so? passer pour que ça puisse être le cas pour eux? Donc, c'est la question d'Anayena. Pour le Thank you. POAT, en ce qui concerne les mécanismes d'investissement conçus pour aider les pays membres à réduire leur vulnérabilité aux chocs externes comme la guerre en Iran. Et donc, on a pu voir, et l'une des choses clés que l'on va voir dans les 5 années à venir, c'est d'investir
pour ses membres. Et ça veut dire investissement en agriculture, en industrie et en services. Donc, la banque aide les pays dans la région subsaharienne pour atteindre leur potentiel de croissance en investissant dans la chaîne de valeur ajoutée dans ces 3 secteurs de l'économie. Et c'est ce que nous devons faire au moins à ce propos. Donc, on investit dans l'agriculture, dans le secteur manufacturier, dans le secteur financier et on cible les petites et moyennes entreprises. 6 à 7 de notre engagement qui va être fait dans ce secteur et donc qui va nous permettre d'assurer que les pays sont capables de créer un effet de levier et d'absorber les problèmes du chômage en ce qui concerne les autres pays s'ils arrivent à saisir le prix des denrées premières. Je pense que oui, les pays saisissent ces opportunités. On voit une augmentation de ce rendement pour le pétrole. On l'a vu pour le premier semestre de cette année. Les pays en bénéficient du prix du pétrole et donc avec les prix jalons repères qui continuent d'augmenter, $73 par baril. Et donc, ça va permettre d'avoir jusqu'à $100 par baril. Et donc, les pays en ont bénéficié. Et les pays peuvent saisir ces avantages des prix des denrées premières. Et c'est fait. Et donc, avec certains résultats, et on le voit avec ces situations au fur et à mesure qu'on parle. Et donc, il y a une stabilisation qui se déroule et donc, et qui ont saisi ce qui a été fait pour les prix des denrées premières. On a pu voir que ça s'est dessiné pour le premier semestre. Merci. Thank you. So another question from Une Fiat autre Campo. So question what de is the Fiat key Campo. message for Quels the sont les 2026 principaux edition? messages clés? Les messages clés, c'est que les pays doivent se saisir pour ces éventualités. Primo, pendant les 6 années dernières, on a eu un choc l'un après l'autre. 2020, Covid, 2022, la guerre russe-Ukraine, 2026, c'est la guerre USA-Iran du Moyen-Orient. Et ça, cela veut dire que c'est pas nécessairement une guerre ou une pandémie, mais il y a eu un choc sans arrêt macroéconomique. Donc, quels que soient ces chocs par rapport à 2020, quand on a eu la crise sanitaire où l'Afrique a été isolée parce qu'on n'était pas totalement intégré dans le système mondial. Ça a changé. Maintenant, on est totalement intégré. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les distances, ça a un impact sur la région. Donc, pour nous, c'est très important de le faire et de gérer ceci et de le voir, ce qui se passe, de gérer nos réserves, de gérer nos dépenses, de nous assurer que nous créons parmi nous une codépendance au-delà dans cette mesure pour les denrées premières dont on a besoin de grandes nécessités, on doit faire plus de développement intra-régional. Thank you. Another question from Une autre Katarina. question de Hello, Katarina. with government across the Bonjour, avec les region gouvernements dans la on région fiscal qui space, sont en what train role d'avoir does une EBIT pression sur play that l'espace commercial fiscal, lenders on the quel est le larger rôle que peut multilateral jouer can find? BIDC pour les prêteurs, bailleurs de fonds commerciaux ou pour les plus grandes multilatérales? Je vois la question, dit le docteur, donc je vais y répondre. Eh bien, en ce qui concerne le développement des institutions financières, notre rôle clé est d'aider les membres. And also to eradicate poverty in the end. One of the key things we are doing is to strengthen the private sector so that beyond the government financing opportunities that we give, public sector financing for them to provide infrastructure to enable growth, private sector can also grow and absorb the teeming masses by creating jobs and so on and so forth. For the government, we do not only do lending, that is cash-based lending. We also do grants. We also do, We also do equity interventions. We also do PPP, which does not require them to borrow from us necessarily. They can provide assets
which the private sector is able to help to come in to provide infrastructure, so the government would not have to borrow and put it on its balance sheet. So it is not fiscal kind of arrangement per se. Government provides, let's say, a piece of land where a private sector person comes in to develop a road which is tolled. So in this way, EBIT can provide financing to the private sector person to help government deliver an infrastructure project without the government necessarily coming in with some financing in one way or the other. So it is not only about cash borrowing, but it's also about facilitating the private sector to help the government produce or to provide public good. Merci. Nous avons une nouvelle question, cette fois en français, de M. Sylvestre We have a new Chomakou question du of journal Mr. L'Économiste. Sylvester, the economic questions from Mr. Sylvester. Bonsoir, chers Question. tous. Merci pour la Hello, everybody. présentation. Thank you very Au much for regard des your défis évoqués par presentation. la In banque, view of surtout en the matière de challenges sécurité made by the alimentaire, bank, qu'est-ce qui est namely for food envisagé de safety, manière what is concertée avec les envisaged économies de la région? with the En ce economies qui of the concerne le Bénin, region, de manière namely for pratique, que Benin, propose la banque pour practical, what accompagner la does the bank dynamique de propose in croissance order to help for the impulsée par le growth développement dynamic industriel? impulsed by the industrial development? So that's the question for Benin. Yes, one of the key things we have noticed in Benin is the industrial park GDIZ, which the government has facilitated with private sector interventions, making sure that jobs are created, and then they transform raw materials into finished products. The bank has made interventions in Benin. More recently, we have advanced a facility in the area of cashew production and transformation. So we are poised to do more in Benin beyond providing electricity by engaging in power plant development. We are also doing agriculture interventions like the one I mentioned earlier. For the next 5 years, agriculture plays a critical role in our strategic plan, and we are dedicating no less than 20% of resources towards agriculture development, value chain, from production through to marketing, to storage, and then commercialization. Every stage of the value chain, we are there. So Benin would also benefit from our interventions going forward, just as the rest of the 15 member states. Thank you. Thank you. So another question. Debt service, not debt stocks. It's what suffocating budget across UEMOA. Why does WADO still lead with a debt to GDP ratio instead of debt service as a share of revenue? Thank you. So the question is very well placed. There are various ways of doing debt service analysis. Beyond debt to GDP ratio, you have debt service to revenue, and you have export capacity. Because most of these debts are serviced in hard currency. And if you remember, I showed a graph about which showed the level of growth in revenue relative to expenditure for 2025. Some past editions of WADO have highlighted debt service as a ratio of revenue as well. There are instances where some countries use about 50% of revenue to service debt. So this is something that is choking the countries. And that is why one of the key panaceas that we advance is for us to increase our revenue mobilization, both domestically and from other sources, to ensure that we are able to service our debts. So WADO talks about debt to GDP ratio because that is the basic standard for debt measurement. But there are other ratios as you have indicated. So all these are things that we consider. And the only way out is for us to increase our domestic revenue to be able to service our debts going forward. Thank you. Thank you. There is a new question from Kwame Apia from African Business. So AI is expected to disrupt the global economy.
at the regional level, do you see AI having an impact, and how should governments and businesses prepare for it? Thank you very much. Yes, AI has come to stay. Just as distant tremors are familiar shocks, AI may be distant. It was developed outside not in the sub-region, but it has very telling impacts on our economies. And it's already here. Many countries are using AI to good effect. We think that in the next couple of years, AI would be primed to change the dynamics of our economies if we position ourselves well to take advantage of it in education and then in business, in science, in technology. We need to position ourselves to make very good use of AI to enhance efficiency. I think there is a phobia about AI taking over our jobs. That risk is there. But we should also remember that you can also use AI to enhance efficiency. There was a report last week about some firms in the US, car manufacturing firms in the US like GM, rolling back AI use because they thought they actually let go some of their staff and brought in AI, thinking that the AI would be able to make things more efficient. But eventually they rehired some of them. So this phobia needs to be addressed. AI is not here to completely wipe the rest of us out, but we need to embrace it and make it work for our sub-region. And we can reach heights with that. Thank you. A new question from Agence Ecofin. Intra-regional trade has stayed below 10% through three straight shocks since 2020. What is HIBIDE actually doing differently this time to move that number? The good thing is, Africa Continental Free Trade Area, we need to have a complete appreciation of AFTA to be able to grow intra-regional trade. And another thing too is what I alluded to earlier, particularly with Nigeria bringing in crude oil and petroleum products, as well as fertilizer. So these two plants by Dangote are very revolutionary in the sense that we are known to be importing petroleum products from outside of the region. We are known to be importing fertilizers, particularly from Morocco. However, if you have these plants which are producing petroleum products and fertilizer, it does two things to you. One, it reduces the lead time for you to source these products because Nigeria is just around the corner. Two, it reduces the cost of transportation compared to sourcing from, let's say, the Middle East or from Morocco, because Nigeria is around the corner. Ours is to intervene in the Nigerian market, and we are doing so already. We are doing railway interventions, we are doing road interventions, we are doing private sector interventions to enable them and the rest of the sub-region to trade more closer. They have done over the past years. Thank you. Okay, there is no more question. So thank you all for your question, and thank you to Mr. Ascenso. So before I turn the floor over to the President for his closing remarks, please note that the report will be sent to you after the press conference. Thank you. Ah, nous avons une dernière question en français. There is a last question in French. Pardon. I do apologize for this. De Monsieur Tierno Bad, journaliste APS. Mr. Tierno Bad, who is a Où en est journalist la for mise en œuvre APS. de la Where is ZECLAF the à l'échelle de la implementation for CEDEAO? ZECLAF for Et quel rôle la ECOWAS? BIDC And compte-t-elle jouer pour what is l'accélérer? the IDC doing to accelerate this implementation? ZECLAF or AFTA is actually ongoing. It's not moving as fast as we had hoped it would. However, we see a lot of engagements, and we've seen that almost all the countries in the sub-region have established country facilitation points where they are training their own members to be able to take advantage of it.
I think it's a question of education and it's a question of facilitation. Beyond the countries doing education to bring their members up to speed, businesses up to speed about how they can take advantage of AfCFTA. What we are doing as a bank is dedicate lines for trade finance, where individuals and promoters can access these funds to enhance trade. We are also working together with other DFIs to facilitate the transit, the safe transit of goods from one country to the other. This is something that is coming up very shortly. So this is our contribution to the sub-region, helping with manufacturing output so that they can be exported, helping individuals to establish trade lines so that they can engage in trade activities, and also facilitating the transit of goods from one country to the other. Thank you. Thank you, everyone. I will now turn the floor over to the President. Thank you. Thank you very much. Distinguished partners, members of the media, I would like to take this opportunity to express my profound sense of gratitude to all of you for participating in this very important event. And let me also appreciate the head of our macroeconomic and research department, Mr. Dr. Joseph Asenso, for the detailed presentation and the responsive way he actually responded to all the questions that were asked. And let me share a few things with you before I conclude. As you rightly indicated, if you look at the 5-year strategic plan of the ECOWAS Bank for Investment and Development, we have highlighted 3 pillars. The first one he mentioned is the growth. He mentioned that we are going to invest in all the growth poles of the economies of West Africa, and he mentioned specifically agriculture. He mentioned industry, and he also mentioned the financial sector. It is very important, as a financial institution, a DFI, to pay attention to agriculture. You realize that the rapid industrialization of continental Europe in the 19th century, and then the expansion of the Asian continent after the Second World War have been largely attributed to industrialization. And you see that all these countries were supported by the DFIs. As a DFI in West African region, we are poised to succeed and to actually support our member countries to be able to present very efficient and stable macroeconomic indicators. Dr. Asenso mentioned some of them. Debt to GDP, very important for us. We're talking about current accounts balance, very important for us. We're looking at trade, we are looking at income inflows, and we are looking at transfers. This is a combination of current account to see whether our countries are living within their means. You agree with me that if we keep on exporting our agricultural primary products, we will not be able to make an impact. But if we want to make an impact in terms of hard foreign exchange earnings, then we need to actually convert some of this into manufactured products, which have high income elasticity on the world market. It is for this reason that the bank is poised to commit a lot of resources into the various sectors that he has mentioned by virtue of our 2030 strategic plan. I would like to assure all of you that the bank is up to its mandate by actually supporting all the member countries to be able to actually fulfill their respective developmental agenda. On this note, I would like to thank you all, to thank all of you once again, and then invite you also to partner with the bank going forward to be able to actually, let the public know our agenda, let the public know our strategic plan for the next 5 years. Once again, thank all of you for your participation, and we look forward to deepening this collaboration and partnership. Thank you once again, and may God bless us all. So thank you, Mr. President, and thank you all for attending. So we will send you all the necessary documentation after. Thank you and have a great day. Thank you.